problème, c'est qu'elle lui a demandé de payer. Elle faisait pas payer son compte Netflix et là, ça a créé un peu des histoires. Elle a dit, mais attends, je le donne gratuitement depuis plusieurs années. Elle me demande de payer. Premier conseil que je peux apporter en termes de scale, c'est que j'ai fait un communiqué de presse très agressif pour lancer Split. En fait, France 2 qui faisait un gros reportage sur nous. Mais vraiment un beau reportage qui était diffusé le dimanche après-midi, un peu sur les formats de 7 à 8. Et dès le premier jour, on a eu 15 000 inscrits. Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Jonathan Lalinec, le CEO de Split. Bienvenue, Jonathan. Tu voulais la placer. Salut Jonathan. J'ai essayé de le... Tant que tu le fais avec Split. Non, il faut expliquer à nos auditeurs. On va expliquer. Donc, déjà, pour que les auditeurs puissent te situer, donc, avant de créer Split, tu as déjà créé une première société que tu as revendue à Webedia en bientôt 10 ans, en 2016, qui en fait était une plateforme de blog où tu avais réussi à accumuler presque de 12 millions de visiteurs mensuels. Donc, comment ça s'appelait cette plateforme ? Ça m'a intrigué. Caseo et Eclablog. On avait regroupé pas mal de plateformes de blog sur la fin. On a eu d'ailleurs une startup de Webedia ici aussi, avec Raphaël Denard, Sampléo. Sampléo, exactement. Et donc ça, c'était une première aventure entrepreneuriale. Et ensuite, tu crées Split, qui, je pense, certains de nos auditeurs connaissent parce que tu prends un créneau qui est hyper malin et encore plus malin dans les périodes actuelles, qui est l'idée de souscrire un abonnement de manière groupée. Donc, c'est-à-dire, je possède un compte Netflix et en fait, je peux proposer sur la plateforme de le partager avec quelqu'un et du coup, quelqu'un utilise Split pour payer moins cher son abonnement. Et donc, Split a une promesse qui est hyper claire. On en parlait avec Caroline Mignot dans le podcast. La promesse est claire. Et faire réaliser des économies, moins de gaspillage, tout le monde est content. Et donc, Split est utilisé par plus d'1 million de personnes aujourd'hui. Donc, c'est un énorme succès. Vous utilisez, il y a à peu près 265 services possibles qu'on peut splitter entre amis ou en famille. Et la plupart sont en France. Aujourd'hui, il y a 60% des utilisateurs qui sont français, mais tu te développes à l'international, on va en parler. Et aujourd'hui, vous êtes une vingtaine, c'est 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et on est très heureux de te recevoir dans l'émission. Bienvenue. Super présentation, merci. Ouais, et on remercie Wilfried, parce que c'est super prof, c'est lui qui nous a mis en relation, t'es bootstrap comme lui. Ouais, merci Wilfried. Donc, dans le podcast, on a 3 parties. On a une première partie où on revient sur les débuts et jusqu'au au 0 to 1, au moment où j'imagine que tu as eu une intuition et ça a fonctionné et on va en parler. Puis on va rentrer avec Émeric plus dans le scale, donc des points... qui selon toi, avec du recul, tu te dis c'est ces trucs-là qui ont fonctionné. Et une dernière partie sur le next game, finalement, tu as quand même fait une boîte, elle cartonne, il y a 1 million de personnes qui l'utilisent, mais finalement, est-ce qu'il y a une suite ? Et on va en parler avec toi. Voilà. Donc revenons dans les débuts. On est en 2019 ? 2019. Début 2019, oui. Et qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui fait que tu te lances ? Alors, je suis dans une phase où je me recherche un peu, c'est-à-dire que j'avais recréé après la session de ma plateforme de blog une agence web en fait où on créait des sites pour des politiques, pour tout un tas de services, etc. Mais ça me convenait pas. J'avais envie de remonter un produit, j'adore créer des produits et vraiment l'idée de Split est partie d'une conversation très bête et c'est vrai que c'est une idée. T'en parlais, Julien, tout à l'heure, qu'on peut tout savoir. C'est ma compagne qui partageait son abonnement Netflix depuis plusieurs années à 2 de ses meilleurs amis. Et l'une de ses amies lui a proposé de prendre un abonnement Apple Music Family. Le problème, c'est qu'elle lui a demandé de payer. Elle faisait pas payer son compte Netflix et là, ça a créé un peu des histoires. Elle a dit, mais attends, moi, je le donne gratuitement depuis plusieurs années. Elle, me demande de payer. Ouais, et donc le Picsou, quoi. Le Picsou, et justement, moi, c'est vrai qu'on parle de quelques euros, parfois de quelques centimes pour des services. Là, on parlait de 2,50 €, je crois, pour Apple Music Family. Mais je lui ai dit, c'est malin, en fait. Finalement, ça vous permet même de prendre peut-être plus d'abonnements ensemble. Les bons comptes font les bons amis. Viens, on va regarder sur PayPal ou sur Lydia. On va voir si on peut émettre des paiements récurrents de manière très simple entre particuliers. Et ça n'existait pas. Et ça n'existe toujours pas aujourd'hui. On peut pas émettre de manière très simple des paiements récurrents qui vont être automatisés et qui vont être prélevés automatiquement sur votre carte bancaire. La deuxième chose, c'est qu'on n'a pas forcément envie d'ajouter un IBAN sur son compte, d'autant plus qu'à l'époque, c'était pas des virements immédiats. Donc, pour des virements récurrents, pour un loyer, quand on est en colocation, ça peut le faire pour des gros montants. Pour des petits montants, pour s'y retrouver dans ses relevés, c'est compliqué. Et l'idée, vraiment, la jeunesse du projet, le MVP en tout cas, c'était de se dire, je vais faire le litchi du paiement récurrent où je dois connaître les gens autour de moi, mais par contre, je vais envoyer un lien de paiement qui va débiter. Par exemple, on va rentrer, je paye quelque chose à 12 €, on n'est même pas référencé de service, on avait une espèce de petite échelle à sélectionner, je paye 12 €,
entre 3 personnes et s'envoyait un lien à chaque personne où chacun payait 4 € plus notre commission. C'était vraiment l'idée de L'idée, elle est simple, l'idée, elle est simple, elle est géniale, mais derrière, il y a quand même un peu de technique parce que tu viens une fintech, en fait. Tu fais du paiement. T'avais mesuré ça quand tu t'es lancé? Pas du tout. Il y avait de la technique, mais beaucoup de bullshit dans le sens où, en fait, je l'ai créé sans avoir les moindres, je peux le dire maintenant avec le recul, mais sans avoir même de droits auprès de la CPR, etc. C'est-à-dire que vraiment le MVP. La CPR? Ça va être un organisme de certification, je Pardon, la certification bancaire qui nous permet de gérer de l'argent entre particuliers. Aujourd'hui, on est agent de paiement, mais sans cet agrément, sauf si vous passez parfois il y a des solutions qui ont ouvert entre-temps avec Stripe Connect, etc. Mais en tout cas, en France, vous pouvez pas gérer de l'argent entre particuliers de manière assez simple. Moi, j'avais fait quelque chose avec PayPal au début. Enfin, vraiment, c'était du bricolage. Ça a tenu comme ça pendant 2-3 mois, c'était juste pour voir s'il y avait... Quand tu dis jeu, c'est toi qui code J'avais trouvé un CTO qui travaillait déjà pour un des projets que j'ai en parallèle, qui existe toujours, qui est un projet de livret d'accueil digital pour des locations immobilières. Il travaillait sur ce projet, on pouvait pas le payer à l'époque, donc je me suis dit on va essayer d'alterner entre Split et Staker, donc l'autre projet. Et voilà, c'est comme ça qu'on a commencé. D'accord. Et comment tu viens sur les abonnements? Comment je viens sur... Alors, l'idée quand même partait du constat des abonnements, c'est-à-dire que là c'était son amie qui partageait Apple Music Family, elle, ma compagne, partageait Netflix, donc finalement qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait un communiqué de presse, donc ça c'est un premier conseil que je peux apporter en termes de scale, mais aussi beaucoup de chance, c'est que j'ai fait un communiqué de presse très agressif pour lancer Split, en fait, pour essayer de faire parler de nous. Quand tu dis agressif, cash quoi. Bah en fait, qui était totalement à l'opposé de ce que je vais vous dire ce soir, parce que c'est pas du tout comme ça que je veux vendre Split, parce que là clairement ça nous ferait passer pour une plateforme illégale, mais en même temps ça intéresse les journalistes. Le titre du communiqué c'était vendez vos mots de passe pour vous faire de l'argent. Ouais. En termes de RGPD, en termes de données personnelles, mais par contre ça a accroché parce qu'on a eu énormément de médias. Ouais, j'adore, donc c'était un peu couillu. C'est un premier hack en fait. T'as pas d'argent, faut y aller, on y va. Et vraiment en fait c'est parce que la landing page je l'ai lancée en juin et je me rappelle que tout l'été entre juillet et août, donc Europe 1, Skyrock, enfin on les avait tous, même France Télévisions, on a eu plusieurs reportages sur France 2, France 3. Le problème c'est qu'on a eu beaucoup de monde qui sont venus sur la plateforme et qui nous contactaient finalement en disant mais comment je trouve les autres personnes? En fait, c'était vraiment ça, en fait. J'ai trouvé le learning, quoi. C'est exactement. Qu'est-ce qui allait changer le fait que les gens allaient rester sur la plateforme, c'est qu'en fait, tout le monde nous posait la question, bah ouais, moi j'ai envie de partager mon abonnement, mais je cherche quelqu'un qui propose un abonnement de manga, par exemple. Comme Blablacar, quoi. C'est ça. Et très vite, je me suis dit, bah en fait, c'est ça qu'il faut faire. C'est pas forcément une fintech juste de paiement. C'est de créer une plateforme de mise en relation. Et c'est pour ça qu'on aime bien utiliser l'analogie aujourd'hui de dire on est le Blablacar de l'abonnement. Excuse-moi, je reviens sur ta landing page. Comment tu remontais ces informations-là? Parce que comment ils te les remontaient? Ils étaient sur un formulaire? Non, et c'est pour ça que je dis que vraiment la landing page était très simple. J'avais juste mis un bouton. Alors aujourd'hui, j'adore Crisp. On utilise Crisp, qui est un petit chat qui se lance en bas. À l'époque, c'était Fresh Chat, un outil en fait qu'on met qui est très facile à implémenter. Donc les gens, et moi j'étais trop content au début quand des gens viennent nous parler, sauf que quand on avait des passages médias, parfois on se retrouvait avec 200 conversations d'un coup. Et dans ces conversations, à chaque fois, les clients nous demandaient la même chose, c'est où est-ce que je trouve les autres abonnements proposés? Ah ouais, tu l'as vu une fois, 2 fois, 3 fois. Ah mais c'était 99% des demandes. Ah ouais. Donc les gens repartaient et ça c'était frustrant par contre. Par contre, t'avais marqué quoi en promesse du coup sur la landing? C'était vraiment la petite échelle. Vous avez un abonnement, donc c'est vous payez 12 €. Ouais. Et en fait, c'est un lien qu'on va envoyer en privé, donc soit sur WhatsApp, soit sur Facebook, enfin peu importe. On va envoyer ce lien à des personnes. Mais en fait, finalement, les gens avaient pas forcément les mêmes appétences. On s'en est rendu compte pour un service. On avait beaucoup de demandes pour des services de manga, etc. Les gens nous disaient, mais moi, dans mon entourage, je connais personne qui a ce service-là. Est-ce que vous pouvez me mettre en relation? Et c'est vrai que c'était tout bête, mais nous, d'un côté, on avait des propriétaires d'abonnements qui trouvaient pas de ce qu'on appelle des co-abonnés, donc des personnes pour souscrire. Et à l'inverse, on avait des personnes qui voulaient souscrire pour moins cher, mais qui trouvaient pas de propriétaire. Et c'est juste qu'il fallait. Ce que j'essaye de comprendre dans ce genre de modèle en 0 to 1, c'est comment tu crées la communauté des deux côtés qui commence à matcher. Parce que cette communauté, elle est vaste, elle est sans fin. Très vaste. Très vaste. Et encore aujourd'hui, j'ai du mal à l'expliquer. Alors, on arrive un peu plus à le percevoir sur les nouveaux pays qu'on lance. Mais en France, quand on a lancé, donc deuxième, en fait, j'ai vraiment été aidé par les médias pour le lancement de Split, parce que j'avais quasiment aucun budget de marketing pour se lancer. J'imagine bien, ouais. Et tu peux cibler tout le monde, quoi, avec ça. On peut cibler tout le monde. Ce qui s'est passé, c'est que le premier jour, donc la version officielle de Split, avec ce qu'on appelle la marketplace, la mise en relation, a été lancée le 19 octobre 2019. Et pourquoi ce jour-là, et pourquoi je m'en souviens très bien, c'est qu'en fait, on avait préparé pendant tout l'été, quand on avait des retours, finalement la marketplace, le fait de mettre en relation des personnes. On s'était dit le 19 octobre on le lance. Pourquoi? Parce qu'il y a France 2 qui faisait un gros reportage sur nous qui a duré 15-20 minutes où ils nous suivaient sur le lancement de la plateforme. Donc ils nous ont en mode vlog, quoi.
Exactement. Mais vraiment un beau reportage qui a été diffusé le dimanche après-midi, un peu sur les formats de 7 à 8 ou autres. Et dès le premier jour, on a eu 15 000 inscrits. Et ce qui était assez drôle, c'est qu'on a eu on a eu 30% d'offres, 70% de demandes, dans le sens où ça s'est complété de manière assez naturelle, où on avait des gens qui proposaient des abonnements donc avec leur place vacante. Et l'inverse, on avait des personnes qui venaient rejoindre et ça allait super vite. Donc, ça a planté très vite aussi, mais on a eu énormément de personnes où finalement l'offre et la demande s'est créée de manière un peu naturelle. Ouais. C'était quoi comme abonnement ? Peut-être Julien Fitline, il a dû te le dire. Ce qui est intéressant, c'est que quand on s'est lancé en 2019, aujourd'hui on référence, comme tu l'as dit Julien, 265 services. En 2019, on en référençait, je crois, une vingtaine. Oui, parce que si je comprends bien, c'est les particuliers qui ont référencé leur propre abonnement sans l'agrément de ceux qui sont propriétaires. Alors, non. Nous, on a toujours dit aujourd'hui, c'est Split qui référence les offres. Pourquoi ? Parce qu'on vérifie les abonnements. On va pas pouvoir partager. Par exemple, on nous demande beaucoup en ce moment de ChatGPT. ChatGPT n'est pas partageable. Il n'y a pas d'option de partage. Tous les abonnements qui sont sur la plateforme, c'est des services qui proposent des offres de partage. Donc, qui soient des offres famille, des offres une personne, Et en général, elles ne sont pas rémunérées. Celles que tu vises, c'est des offres où tu as la possibilité de partager. Tu prends un abonnement et c'est un abonnement famille, tu as la possibilité de partager. Ouais. Donc, ce qui crée un upsell pour les éditeurs, parce que ça leur permet de vendre des offres plus chères. Donc, souvent, on ne peut pas avoir l'offre d'entrée de gamme qui se partage. Ça n'existe pas aujourd'hui. C'est pour ça que vous avez, par exemple, YouTube simple qui coûte 12 € par mois et vous avez YouTube famille qui coûte 23 € par mois. Donc, ça fait un upsell. À l'inverse, le cadeau qu'ils vous offrent finalement, c'est de dire vous avez des places à partager derrière, que ce soit pour votre famille, vos amis. Et ça, en fait, en 2019, on avait très peu de services, déjà très peu d'éditeurs qui le proposaient, très peu d'éditeurs existants, rien que sur la SVOD. À l'époque, on avait Netflix, Canal+, et OCS, mais ça s'arrêtait là. Donc voilà, il y a de plus en plus de services qui ont proposé des offres et on les a référencés. Donc nous, de notre côté, en France uniquement à regarder ce qui existait, à analyser les CGU. Et ensuite, c'est beaucoup de nos utilisateurs qui nous remontaient les offres en disant « Mais regardez, il y a ce service qui existe, il y a des possibilités de partager des places. » On checkait les CGU, on checkait et ensuite... Avant qu'on passe sur des points de scale, maintenant, ils t'appellent ces services-là pour être sur Split ? Ils nous appellent, alors oui et non, pour des petites startups, c'est très intéressant aujourd'hui d'être sur Split parce que ça permet, en fait, aujourd'hui, on a une vraie vitrine d'être visible très vite. Pour un marché particulier qu'on est en train de lancer, donc vraiment qui est sur du B2B, du SaaS, ça pour le coup on a des contacts très faciles avec des sociétés de comptabilité, de SEO, etc. Regarde ACB Insight, moi que je paye une fortune, tu m'as demandé les codes l'autre jour. Je vais le mettre sur Split, je vais l'envoyer à Emeric. C'est sur Split, hein. Toi, tu payes 15 000, mais moi, je fais 15 € par mois. Désolé. Non, mais dans des gros services, on a référencé SEMrush récemment. Enfin, voilà, il y a des services qui mine de rien, mais ce qui est marrant, ce que tu dis, ce qu'on lit en filigrane, c'est que là où tu pourrais penser que c'est une économie de quelques euros et tu peux dire pourquoi, mais en fait, c'est souvent que ça permet de l'upgrade pour le même prix. C'est-à-dire que si je t'entends, tu as les options, tu vois, le fait de prendre un abonnement plus cher, tu as plein de services qui en derrière, tu dis, pour tout seul, est-ce que j'en aurais besoin ? Je partage le service, pas pour les 2-3 €, mais c'est que du coup, je prends l'abonnement plus cher. Donc, en fait, tout le monde est un peu gagnant. En fait, ou tu as plus de services. Regarde, les journaux, c'est insupportable. Tu es obligé de t'abonner à un, alors que tu vas peut-être suivre 2-3 médias, par exemple. Totalement. Et d'ailleurs, la presse, c'est un secteur où on a quasiment tous les titres de presse aujourd'hui qui ont tous créé des offres de partage qui sont faites pour c'est normal. C'était un peu l'histoire de Canal Satellite à l'époque. Ouais, totalement. Oh, le boomer. Club Dorothée. C'était l'histoire du Club Dorothée. Ouais, voilà. L'histoire de Atari 2600. On va passer au scale. J'avais une petite question, c'est important. Le modèle économique, comment tu te rémunères en fait ? Il n'a pas bougé depuis le premier jour. On est assez fiers. Par contre, les prix ont augmenté depuis le premier jour. Mais en fait, on a toujours... Donc, côté propriétaire, quand vous proposez des places, on est parti du constat. Et c'est un peu le même d'ailleurs que fait Superprof, se dire que les propriétaires, finalement, c'est ceux dont on a besoin. Donc, on n'a pas envie de les faire payer. Pour eux, c'est totalement gratuit. On a un frais de mise en relation au début, donc qui est juste une déduction de ce qui va toucher de sa première mensualité, et ensuite c'est totalement gratuit. Pourquoi je dis gratuit ? Parce que les virements, ce qui est assez rare, les virements sortants, peu importe le niveau du montant, même si vous voulez vous virer 2,30 € sur votre compte bancaire, tout est gratuit, illimité pour le propriétaire. Celui qui paye aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un co-abonné, donc celui qui va rejoindre le propriétaire. Et la commission aujourd'hui est de 99 centimes plus 5%. Avant qu'on passe juste au point de scale, c'était quoi la phase immergée de l'iceberg, le gros challenge techno ou je sais pas quoi dans ce business model, le truc qu'on voit pas? Ça paraît simple quand tu l'expliques, mais il y a un truc. Là, pour Split, pour pas en gros la barrière à l'entrée même aujourd'hui. Si demain je veux faire Sploot. En fait, faire un sploot, si déjà, la première chose, avoir un agrément, etc., ça demande un peu d'argent parce qu'il y a des frais de setup qui sont aujourd'hui beaucoup plus simples. Donc là, c'est faux ce que je suis en train de dire parce qu'avec Stripe Connect, aujourd'hui, on peut faire un sploot. Non, là, tu perds une partie de ta marge.
Tu perds, oui, parce que ça revient plus cher aussi d'être avec Stripe aujourd'hui que de passer par le prestataire qu'on a. Mais non, la vraie difficulté, c'est qu'on a appris sur 5 ans toutes les fraudes, tout ce qu'il était possible de faire quand on gère de l'argent entre particuliers. Et ça, j'ai envie de dire, c'est un peu notre boîte noire. Mais aujourd'hui, on est capable de repérer très vite des cas clients où soit un propriétaire va essayer de se faire de l'argent en faisant de la revente d'abonnements, soit des co-abonnés vont essayer de détourner des choses. Ça paraît tout bête comme ça aujourd'hui, mais on n'a pas d'autres sociétés qui existent, en tout cas, qui mettent qui sont des sociétés d'intermédiaires sur des personnes qui ne se voient pas, parce que Uber, typiquement, c'est de la mise en relation, mais on peut se rencontrer. Airbnb, on peut voir si le propriétaire, la maison n'existe pas. Pour le coup, là, c'est vraiment des produits numériques. On a mis tout un tas de services en interne, donc c'est vraiment ça, je pense, c'est vraiment le côté back de Split qui est le plus difficile à reproduire. Okay. Il y a un peu de tracking de tout ça. Ouais. Non, sur le scale, 2 points évidemment que j'ai envie de creuser. Le premier, il revient beaucoup à ton business model. Donc toi, ton business model, c'est de prendre une commission sur finalement celui qui va participer, le co-abonné, comme tu l'appelles. Et c'est un point qu'on a évoqué et je trouve qu'on l'aborde très peu. C'est sur le pricing. Ce qu'on appelle dans ton métier, c'est un take rate, c'est combien tu prends et comment tu as itéré là-dessus. Et de notre discussion, tu t'es aperçu qu'en fait, tu pouvais prendre plus et que ça allait pas dégrader le niveau de service, etc. Et pourtant, c'est la marge directe. Et donc aujourd'hui, c'est question de pricing sur lequel on fait pas assez attention. Tu peux revenir là-dessus parce que tu as beaucoup itéré et tu as eu finalement des bonnes surprises. Alors, on a toujours eu le même business model. Par contre, on a fait, voilà, moi, quand j'ai lancé Split, je regardais les frais PayPal. Je regardais combien coûte un PayPal quand on envoie de l'argent via PayPal. Je crois que de tête, c'était 25 centimes plus 5%. Et c'est pour ça que quand on s'est lancé avec Split, les commissions étaient de 25 centimes plus 5%. Sauf qu'on n'est pas uniquement une fintech. Donc, si on était vraiment resté sur le modèle uniquement d'envoyer des liens pour payer, etc., pourquoi pas? Et encore, c'est très difficile. On ne s'appelle pas tous PayPal pour pouvoir même un jour être rentable sur ce type de commission. On a augmenté récemment nos prix de manière assez importante suite à une conversation avec justement Wilfried de Superprof qui m'a dit un truc très bête. Il était invité à notre team building pour fêter son entrée au capital et il nous dit avec toute l'équipe, il dit mais pourquoi vous vous arrêtez sur 50 centimes plus 5%, donc c'était la commission qu'on prenait encore au mois de juillet. Vous avez une valeur énorme sur votre produit. Aujourd'hui, les gens économisent tellement en passant par votre service, donc que ce soit sur un abonnement pour Spotify, pour YouTube, etc. Vous pouvez prendre plus. Et prendre plus, pas forcément pour vous mettre, vous les fondateurs, plein d'argent dans vos poches, mais par contre pour scaler et pour aller beaucoup plus vite à l'international tout en restant indépendant et ne pas avoir besoin de lever des fonds. C'est comme ça on retrouve le Wilfried. Ouais, exactement. Et je trouvais je trouvais ça super risqué parce que je me dis, on est souvent mis en avant justement pour aider les consommateurs à améliorer leur pouvoir d'achat grâce à Split. Et là, tu vas augmenter tes prix de 49 centimes comme ça paraît énorme parce que c'est quasiment doubler ses tarifs du jour au lendemain. Sauf qu'on parle de centimes, on parle pas de pourcentage. Et on l'a testé et on l'a pas fait pour tous nos clients, on l'a fait uniquement pour les nouveaux clients et on se rend compte qu'en effet, ça nous permet de bootstrapper, de continuer à rester totalement indépendant et de se lancer sur d'autres pays. Là, par exemple, dans 2 semaines, on a notre première pub à la télé qui va passer sur Quotidien, sur TMC pendant 2 semaines. Donc, c'est des choses qu'on ne se serait jamais permis il y a encore 6 mois. Et là, ça nous a permis d'augmenter très vite notre chiffre d'affaires. Non, mais c'est vrai que quand tu parles d'impact des prix, comment tu fais pour le faire? Tu les augmentes au fur et à mesure et au moment donné, tu as un taquet. Comment on fait ça? Ouais, et même comment tu décides à un moment que c'est X, c'est 49 centimes, parce qu'à un moment, c'est quoi tes benchmarks, quoi? Qu'est-ce qui se fait sur le marché? C'est difficile. Ce qui est compliqué, c'est qu'il n'y a pas de benchmark. En fait, on est leader sur ce marché. Alors, ce qui est assez drôle, c'est qu'on a un concurrent principal qui est français, mais qui est aussi dans beaucoup de pays. Il s'est très vite aligné sur nos prix. Donc, tu vois, Aymeric, quand on avait discuté, il n'avait pas encore fait. Moi, c'était un peu ma crainte de me dire, mais du coup, on va être 50 centimes plus cher que notre concurrent. Et si des personnes veulent s'amuser à calculer, ils vont peut-être se dire, voilà la promesse. Voilà, nous on a un avantage, c'est qu'on a vraiment beaucoup de volume et c'est ce qui attire les gens. C'est-à-dire que vous avez tout le temps de l'offre disponible et à l'inverse, si vous êtes propriétaire, vous êtes sûr de remplir votre abonnement en quelques minutes. Et puis le referral, il doit être tellement fort dans ton business. Hein. Oui, le referral, ouais, c'est ça. Il y a beaucoup d'organique pour ça. Donc c'était la crainte que j'avais de me dire, est-ce qu'on prend le risque d'y aller à ce niveau-là? Donc 99 centimes, ça reste un montant symbolique, moins de 1 euro aux yeux des gens. Et nous, vu qu'on est des gangs centimes, finalement, c'était plus intéressant pour nous d'augmenter de
de dizaines de centimes d'euros que d'augmenter en pourcentage. On m'a posé la question, pourquoi tu augmentais pas, pourquoi tu faisais pas 10% plus 50 centimes. Là, finalement, où on a un panier moyen, c'est simple. On a un panier moyen qui est de 4,30 € aujourd'hui en volume sur la plateforme. Pour nous, c'est plus intéressant d'aller augmenter en nombre de centimes. Donc finalement, la réalité, quand vous dites à quelqu'un qui va payer son abonnement, je fais un arrondi comme ça, mais 5,50 € pour YouTube à la place de 5 € avant, ça va pas le choquer plus que ça. On a augmenté certes nos prix de 50 centimes, mais la réalité c'est que l'abonnement il est à 12 € ou 12,50 €. Voilà. Parce que l'histoire du pourcentage, c'est pas un bon ratio dans leur tête. Le centime, ça parle tout de suite, quoi. Le centime, ça parle plus facilement. Après, ça dépend vraiment du panier moyen. C'est que voilà, on peut parler en pourcentage à partir d'un certain montant. Pour des micro-montants comme nous, c'est plus facile de parler en centimes. Ouais. Non, mais ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, ça peut paraître contre-intuitif, et pourtant, c'est la base de ce qui va te permettre demain de réinvestir, parce que c'est que tu as dégagé quand même beaucoup plus de marge. Et si demain tu veux continuer à proposer des services, à être hyper attractif, c'est la base. Finalement, tu as quand même réussi à générer de l'argent, continuer à être bootstrappé, et puis demain te développer et améliorer le service client. Totalement. Et voilà. Et là, je devrais pas dire ça dans un podcast parce que je suis enregistré, mais pour moi, je pense qu'on a trouvé le bon business model. Je ne vois pas augmenter encore nos prix. La seule différence qu'il pourrait avoir, ce serait potentiellement d'adapter nos prix selon les pays qu'on lance. Donc en Europe, aujourd'hui, on est au même tarif sur tous les pays d'Europe. Mais on va lancer le Brésil au mois de janvier. On est en train de se poser la question de savoir est-ce qu'on va être sur les mêmes tarifs au Brésil, etc. Donc c'est plus l'adapter. Et tu pourrais imaginer un truc, parce que ton offre et ta demande n'est pas toujours matchée, des trucs où tu as plus de demandes de partager, tu as moins de personnes qui sont prêts. Tu pourrais faire un peu tu veux dire yielding, comme du yield. Mais ça devient compliqué techniquement. Non, pas techniquement, parce qu'on est capable. Après, c'est juste, encore une fois, là, c'est pour parler légal, c'est plus compliqué pour nous d'aller justifier à un éditeur qu'on fait des tarifs moins importants ou plus importants selon la popularité du service. On préfère avoir vraiment le même niveau de commission sur tous les services. En plus, la profondeur de marché, toi, elle est non-stop, quoi. Oui, elle est non-stop. Oui, parce qu'en fait, tous les services sont universels. Et tous les services sont universels, donc même à l'international. C'est 80% des services qu'on propose sont dans tous les pays du monde. Non, c'est génial, parce que tu réponds à l'abonnement. Enfin, tu vois, même quand t'es une famille, que t'as un peu de moyens, t'as toujours envie de partager les choses. Enfin, non, c'est bien. Ouais. Le deuxième sujet que j'aimerais envie de creuser avec toi, c'est service client. Mais peut-être tu peux, parce que Julien, c'était un de tes points, on va faire une petite digression avant, tu peux nous rappeler du coup ton business model pour avoir des nouveaux clients. Tu fais pas beaucoup d'acquisitions, on parlait beaucoup de référents, tu peux juste nous mentionner ça, et puis du coup ça nous amènera, finalement une fois que tu as des clients, le service client, tu as fait beaucoup de choses autour de ça, tu as beaucoup itéré. Alors notre business model pour avoir des clients, il est assez simple. On a aujourd'hui 20% de notre acquisition se fait via de l'acquisition payante. Donc on a Meta, TikTok, Google Ads et depuis peu donc on fait des tests parce qu'on peut se le permettre. On le faisait pas avant, donc il y a eu des loupés, mais des choses qui ont fonctionné. Mais on paye des youtubeurs pour faire des annonces pendant leurs vidéos. Là on teste une pub télé pour voir aussi en termes de notoriété ce que ça peut donner. Après ce qui est génial avec Split, c'est que c'est vraiment, et c'est très rare de le souligner pour un service, c'est vraiment un service qui va se partager de manière organique très simple. On a testé le parrainage, par exemple. Le parrainage, ça fonctionne plus ou moins. Les gens n'ont même pas envie de gagner 1 € ou 2 € en parrainant des gens. C'est juste en soirée, on est en train de parler de Spotify tous ensemble. Quelqu'un va être tout content de dire mais attends, moi je passe par Split ou tu connais pas cette plateforme. Et donc l'organique est tu passes pour le mec smart, tu vois, genre. Totalement. Et c'est totalement smart parce qu'en plus c'est souvent des. Tu vois, c'est malin, tu vois. C'est malin et c'est simple. Cool. Enfin, les gens se disent mais attends, pourquoi j'ai pas connu avant. C'est exactement. Et ça se partage très facilement en effet. Donc beaucoup d'organique. La marque, quoi, qui est simple, facile à comprendre. La marque, j'en suis très fier de la marque. Alors, au début, c'était difficile à assumer les 3 i. Non, mais c'est malin. Split. Et voilà. Et tout le monde fait cette blague. Et tu l'as fait dans la pub? Dans la pub, non. Alors, j'ai pas osé, parce qu'on le fait beaucoup chaque fois qu'on passe en radio, les gens insistent sur les 3 i. Donc, quand on cite une marque, en général, on va juste dire la marque. Voici le CEO de Split. Là, souvent, c'est voici le CEO de Split. Alors, Split, avec 3 i, ils vont s'amuser à appeler la marque. C'est génial pour nous. C'est génial. Franchement. C'était pas fait exprès. mais non, on le fait pas pour la pub parce que déjà, c'est une pub de 15 secondes. Et là, je me rends compte qu'en 15 secondes, c'est très difficile d'expliquer un concept que personne ne connaît potentiellement. Donc, en 15 secondes, expliquer Split, c'est compliqué. Alors, sur le service client, on peut y revenir parce que c'est un élément très clé. Vous êtes peu nombreux et pourtant, tu t'attaches à avoir un super service client. Et tu vas vraiment dans le détail. Tu dis qu'il n'y a pas de... Enfin, chaque client est important. Tu peux revenir sur ce que tu as mis en place et comment tu arrives à gérer avec si peu de personnes.
Alors, ce qu'on a mis en place, donc la première chose, et ça c'est vraiment dès la première version de Split, c'est qu'on a un chat qui est disponible. C'est très bête à mettre en place, mais on a toujours voulu garder cette proximité d'un service où on peut très facilement rentrer en contact avec nous. Certes, on n'est pas Apple, on est des gangs centimes, mais on peut se permettre de répondre à nos clients. Et ça, c'est une erreur que j'ai fait d'ailleurs dans ma précédente société où on avait 1 million de blogs, mais pour autant, je considérais pas du tout mes clients. C'est-à-dire que je disais tout le temps, c'est bizarre de dire ça comme ça, mais que en gros, c'est du volume. Si on en perd un, on en perd deux, il est pas content, c'est pas grave, il ira voir ailleurs. Aujourd'hui, Split, nous, ça nous brise le cœur quand une personne vient nous mettre un avis une étoile parce que ça s'est mal passé sur le service, on a envie de comprendre. Et parce que, encore une fois, c'est l'organique qui fait qu'aujourd'hui, on grossit. Donc, on a besoin d'avoir vraiment une super expérience utilisateur. Donc, on a un service client qui est très facilement joignable, contrairement à d'autres plateformes, finalement, qui ont tendance à passer par des formes ou des choses comme ça. C'est vraiment, là, vous allez sur la page contact de Split, vous cliquez sur un bouton, vous avez le chat qui se lance. Et c'est parti. On fait pas de Zendesk avec des tickets, etc. C'est vraiment de l'instantané. C'est conçu pour parler au client, pas conçu pour trier le client. C'est ça. Pourtant, t'as mis beaucoup d'automatisation dedans. Et on a mis beaucoup d'automatisation parce que c'est vrai que finalement, c'est le prix à payer. Forcément, quand on a un chat qui est très facilement joignable, on a de plus en plus de conversations. Donc, on était en moyenne, enfin, on montait à des rythmes j'ai peur de dire une bêtise là, si on m'écoute, mais 7 000, 10 000 conversations par semaine, avec seulement 4 personnes pour gérer le service client. Et c'était, même en termes de travail, etc., de répondre toujours les mêmes choses pour beaucoup de clients, c'était fatigant. En fait, ce qu'on a mis en place, alors sans parler d'intelligence artificielle pour les réponses automatiques, etc., même si on le fait de plus en plus, c'est un maximum d'automatisation, nous, en interne, avant d'avoir le moindre litige. Par exemple, les remboursements, c'est un très gros sujet chez nous, parce que forcément, on est un intermédiaire de confiance. Si un abonnement ne fonctionne pas parce que vous rejoignez un propriétaire qui a... qui a peut-être résilié son abonnement et finalement qui avait quand même accepté de vous avoir, enfin ça crée des litiges. On a mis une centaine de critères en interne, c'est pour ça que je parlais du bac tout à l'heure, pour savoir si ce remboursement peut être traité de manière automatique. Et ça me fait rire parce que l'autre fois j'ai fait une commande sur Uber Eats, des fois ça passe en manuel, donc vous êtes mis en relation sans le savoir, et des fois c'est immédiat, vous êtes super content même en termes d'expérience de voir que votre boisson a été remboursée. Ou Amazon exactement pareil, où on n'a même pas renvoyé le colis, qu'on a déjà le remboursement. C'est exactement ce qu'on a fait, donc on a tout un tas de critères en interne qui nous permettent de savoir si potentiellement la demande de remboursement peut être justifiée pour donner... et le remboursement nous a fait gagner beaucoup de temps parce qu'on gérait peut-être 15 000 remboursements manuellement par mois. Donc 15 000, ça veut dire en plus à chaque fois pour le service client, la personne derrière, c'était d'analyser la situation, de voir ce qui se passe, d'essayer de se passer, de passer un peu pour un juge entre les deux, de voir là finalement on a aujourd'hui plus de 3/4 des remboursements qui sont gérés automatiquement et pour autant on n'a jamais eu de plainte d'un côté comme de l'autre. Donc ça fait partie des gros sujets d'automatisation. Et ensuite, là, on essaie de rendre de plus en plus responsables nos utilisateurs entre eux. Aujourd'hui, en fait, on est trop facilement joignable en cas de litige. Là, on a envie plus de les responsabiliser entre eux, donc pour qu'ils puissent avoir un dialogue quand il y a un litige. À la Wikipédia où les gens se mettent d'accord, en fait, qu'ils comprennent, parce que souvent, ils ont tendance à s'en prendre à la plateforme en disant « mais vous êtes nuls, votre service ne marche pas », enfin, le service, les identifiants ne marchent pas. Ce qu'on lui fait comprendre, c'est que nous, on est là en tant qu'intermédiaire, donc c'est peut-être bien d'essayer de régler la situation avec le propriétaire. Par contre, on réduit énormément les délais parce que chaque PayPal le fait. Quand on ouvre un litige PayPal, souvent, ils vont ouvrir un litige avec le commerçant. Ce qui est frustrant, c'est qu'ils disent « alors, vous avez 48 heures ensuite pour porter une réclamation ». Une fois que vous avez la réclamation, vous avez une semaine. Là, vraiment, ce qu'on veut, c'est juste essayer de gagner un peu de temps sur un litige et de se dire en 24 heures, si tu n'arrives pas à régler le problème. Ouais, mais ça, c'est une vraie force, d'ailleurs, en termes de service client. Enfin, tout ce que tu dis, tous ces petits automatismes et ces petits détails qu'il faut régler quand même. C'est ça. Et en tout cas, aujourd'hui, ça se passe... on a besoin, parce qu'encore une fois, on est des gangs centimes. Alors maintenant, des gangs euros, parce qu'on est... avant, on gagnait des centimes par mois par utilisateur. On était en moyenne sur 73 centimes par mois. La beauté de notre business model, c'est qu'on est sur du récurrent. Donc, pour le coup, c'est peut-être que 73 centimes, mais c'est de manière récurrente et en plus très contrôlée parce qu'on connaît notre churn, etc. Aujourd'hui, on est des gangs euros, mais ça reste quand même... On n'est pas Apple, encore une fois, je compare souvent comme ça. C'est qu'on a besoin d'automatiser tout ça pour rester, être un service de qualité. Ouais, mais dans l'excellence de ton service, tu vois, c'est ça qui est cool. C'est que toujours, tu regardes le détail du petit truc, alors que nous, ça nous passe complètement à côté. Ouais, j'ai l'impression que tu laisses rien au hasard. Tu m'as dit, on met pas de no reply parce que, tu vois... C'est quoi un no reply? Bah ouais, c'est quoi le... Je déteste ça, moi aussi, ça me met en colère. Et en fait, je trouve ça malin de pas l'avoir fait. Alors vas-y, tu réexpliques à nos auditeurs. En fait, les no replies, c'est alors quand on reçoit un mail transactionnel. Un transactionnel, vous avez une demande. Alors chez nous, en tout cas, c'est ça, mais ça pourrait être pour plein de services qu'on connaît tous. Mais ça peut être Amazon qui vous dit voilà, votre panier est validé, voici votre commande est en route, etc. Quand
vous faites répondre, c'est no-reply@Amazon. C'est comme les répondeurs téléphoniques où tu parles comme un gogol, quoi. Mais ça, en fait, ce qui me faisait rire, c'est que nous, on n'avait pas mis de no-reply, on a mis contact au début, et en fait, ce qui me faisait halluciner, c'était le nombre de personnes qui répondaient encore. Pour moi, ça me paraît logique, en effet, de pas répondre à un mail transactionnel, mais parce que je suis dans le domaine et que je vais pas m'amuser à répondre à un mail d'Amazon parce que ma commande est bien partie pour lui dire oui, mais elle arrive à quelle heure. Mais on a encore on avait beaucoup de mails de personnes qui répondaient à ce type de mail transactionnel, et on s'est dit, mais en fait, ça va ouvrir une conversation. Donc, ça envoie plus sur contact aujourd'hui, ça envoie sur notre chat finalement. Donc, ça ouvre une fenêtre. Mais si la personne répond, elle n'est pas perdue. C'est-à-dire qu'elle va même pas se sentir frustrée. Ouais. Elle va se dire, mais c'est fou, j'ai répondu ça. Enfin, elle va pas se dire c'est fou parce qu'elle a pensé pour elle que c'était naturel. Et derrière, on va pouvoir lui répondre. Ouais, mais c'est un détail qui est hyper important, quoi. C'est super important. Et voilà, c'est vraiment tous ces petits détails. Et ce qu'on fait aussi, c'est que tous les vendredis après-midi, avec le service client et les développeurs, on se met tous en call pour essayer d'analyser les discussions les plus récurrentes de la semaine. Des fois, alors aujourd'hui, on est plutôt à l'aise avec notre roadmap. Donc avant, c'était quand ça dépasse 10 conversations, on se met en priorité dessus. Aujourd'hui, on est fier de dire que quand ça dépasse 3 conversations dans la semaine, on se met dessus parce qu'on a plus de souplesse et on a bien avancé sur notre produit. Donc au bout de 3 conversations récurrentes sur la semaine, sur une demande, on va améliorer pour faire en sorte que ça se reproduise plus. Et c'est vrai que c'est assez drôle. La plateforme en nombre de clients ne fait qu'augmenter. En nombre de conversations, on est en train de stagner, voire de baisser en nombre de... Voilà. Mais t'es très analytique du coup. Oui. À fond. En plus, j'ai découvert un outil que je peux recommander pour les plus geeks d'entre nous, mais qui s'appelle Metabase. Mais je suis totalement fan. Ça permet de récupérer la data de votre base et de faire énormément de courbes. Aujourd'hui, c'est moi qui le gère. C'est un dashboard intelligent. Ça sert quoi, Metabase? C'est un dashboard intelligent. En fait, vous allez connecter votre base de données à cet outil open source gratuit en plus, et vous allez lui faire créer des tableaux de bord. Donc moi, je sais que sur Split, ça devient un cockpit d'avion. C'est énorme, et j'ai de la data pour tout avec des courbes très simples à lire. C'est de la BI que tu mets de façon très rapide sur ta base. Metabase, ça s'appelle. Metabase, ouais. C'est quoi les services les plus utilisés et les services les plus un peu what the fuck? J'ai jamais la question du what the fuck. Mais si, on va sortir un Jackie Michel, c'est ça que t'attends? Et voilà, Julien. Non, on fait pas du tout d'adultes sur Split. Pour le coup, c'est pour ça que Julien n'a pas connu. Mais on a eu des demandes. Hein. On a eu des demandes, c'est assez étonnant. On a toujours des demandes parce qu'on a. Julien aime. Attends. Mandelieu-nanapoule.com. Une fois par mois, une suggestion. Non, mais on a un truc de suggestion et en effet, on en voit passer. Mais non, on fera jamais d'adultes sur Split. Ah bah vas-y, le top 5, allez. Alors, le top 5, bon, je vais les citer, mais on a Spotify en premier, on a Disney, YouTube qui sont au coude à coude. Ensuite, en 4e, j'ai peur de dire une bêtise, je crois que c'est NordVPN, un truc comme ça. Ah, c'est un service VPN. Oui, bien sûr. Et en 5e, je l'ai plus en tête. Mais ce qui est assez étrange, en fait, dans ce que je vous dis, c'est que finalement, Netflix apparaît très bas dans l'équation. Pourquoi ? Parce que Netflix a changé son modèle économique l'année dernière, et souvent c'est quelque chose qu'on nous a remonté, mais en disant mais Split c'est fini, Netflix arrête le partage. La réalité c'est que Netflix n'a pas du tout arrêté le partage, et ils l'ont rendu payant. Donc pour nous c'est génial, parce qu'il n'y a plus de sujet de est-ce que c'est légal, est-ce que c'est une zone grise, est-ce que vous n'êtes pas en train de jouer un peu avec les règles. Non, parce que là aujourd'hui ils le disent très clairement, on autorise le partage, par contre il faut payer un supplément. Payer le supplément, quand vous vous abonnez via Split, aujourd'hui, un abonnement Netflix Premium va vous revenir à 10,30 € en moyenne, quand il coûte 19,99 € si vous le prenez en direct. Donc, mine de rien, c'est une économie de quasiment 50%. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de foyers, beaucoup de gens qui étaient sur Split, qui n'avaient pas les moyens de se payer un abonnement à 10 € par mois. Donc, soit ils sont passés sur l'offre publicitaire de Netflix. Donc, ils se disent, finalement, j'accepte de me retaper comme à l'ancienne 3 minutes de pub avant de lancer ma série. Soit j'ai les moyens. Donc, c'est pour ça que Netflix est très bas dans le classement aujourd'hui. Enfin, pas très bas, mais a beaucoup descendu suite à ce changement. Après, sur Canal, tu payes cher, t'as des pubs. Ouais, oui, c'est abusé. C'est vraiment chaud, quoi. J'avoue, j'ai pris Canal, c'est pas fait. On passe à la dernière partie, ton endgame. Parce que là, t'as créé Split il y a 2019, ça fait 4 ans. Un peu 5 plus, ans. 5 on ans, a fêté nos 5 ans. Ouais. 5 ans. Il a pas le bac, Julien. Ouais. Oui, j'ai splitté mon bac. Et c'est quoi tes objectifs de développement pour une boîte comme ça dans 5, 10, 20 ans? C'est-à-dire tous les abonnements du monde, c'est quoi? Ouais, bah là on a plusieurs choses. Alors les deux sujets, clairement, moi c'est l'international. On est vraiment en train de tester. J'aime bien comment on fait les choses. Alors j'entendais parler, désolé Caroline et Hermel juste avant, mais les États-Unis on le tentera pas tout de suite parce que on pense que c'est trop chaud de le faire maintenant. On a plein de pays sur lesquels on peut s'attaquer. Là, c'est le Brésil, l'Amérique du Sud. Déjà parce qu'on a des concurrents qui sont déjà présents et c'est beaucoup plus facile de se Ils évangélisent, ouais. Ah ouais, mais parce que nous, on est arrivés les premiers sur le marché et c'était super compliqué, de faire
de répondre à toutes les questions qu'on avait il y a 5 ans. Mais est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est sécurisé? Donc aller sur un pays où il y a déjà un concurrent, c'est toujours intéressant. Le Brésil, c'est un gros marché. On s'est dupliqué facilement. Donc vraiment l'international sur un maximum de pays. Et le deuxième sujet, c'est vraiment la partie B2B. Donc c'est-à-dire de proposer Split pour tous les freelances, pour toutes les petites startups qui se lancent. Parce que je me rends compte très cher des abonnements. Mais on pirate nous aussi en fait. Je suis désolé, mais SEMrush, enfin il y a beaucoup de produits finalement où quand vous êtes freelance, quand vous êtes seul pour vous lancer, c'est super cher de se lancer. Ça te coûte au moins 400-500 balles par mois. L'autre fois j'ai regardé, j'en ai pour 1000-2000 balles d'abonnement par mois. Ça va hyper vite. Ça va très vite. Alors heureusement, il y a des incubateurs, des accélérateurs qui vont vous faire des offres promo, etc. pour les 6 premiers mois. Mais je pense que c'est même plus simple pour l'éditeur de se dire, plutôt que de casser la valeur de mon produit en proposant des 6 mois, 1 an gratuits, finalement, vous cassez pas la valeur de votre produit, vous faites juste en fait vous créez finalement un espèce de système qui permet d'inviter des personnes, donc c'est presque du parrainage, mais la réalité c'est que votre produit coûte le même prix et potentiellement ces freelances ou ces petites startups qui vont grossir vont prendre ensuite leur propre compte et ça fait tu te payes ton acquisition. Et surtout pour celui qui est l'éditeur, il a qu'un seul point de contact, il a qu'un seul client, il a qu'un seul contractant. Donc en fait, c'est quand même plus simple. C'est pas lui qui gère le split. C'est totalement ça. Et ça, c'est super intéressant, Aymeric, parce que ils l'ont pas forcément en tête au début quand on est en guerre avec les éditeurs, mais le fait de gérer tous les impayés, le fait de gérer quelqu'un qui a envie de résilier, etc. Là, il garde un seul contractant. On a 8 fois moins de résiliation quand on partage son abonnement. Donc même en termes de churn, les éditeurs sont gagnants. Donc c'est nous qui gérons finalement cette friction au niveau des co-abonnés qui potentiellement auraient des impayés ou souhaitent arrêter, quoi. Je vais conclure en tout cas. Merci pour tous ces insights que tu nous as donnés. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ton scale? Le premier point, on est passé rapidement dessus, mais un petit peu d'audace quand même. On n'ose pas assez d'être un peu choquant et provoquant sur un secteur. Bon, tu t'es dit, j'ai rien à perdre, j'y vais. Et je lance ce truc, ça me faisait penser un peu au lancement de Tiller, où ils avaient fait venir des danseuses du French Cancan à Salon de la Restauration, qui était assez chiant, quoi, tu vois. Donc ça, c'est très chouette. Ta notion d'augmentation des prix, pas se planter quand même dans le pricing quand même d'un SaaS, ça peut tout changer, même dans... Enfin, tu te rapproches d'un business model d'épicier quelque part, au centime près, mais ça a quand même changé ton potentiel de croissance et notamment ta capacité à bootstrapper. Et j'ai bien aimé dans cet épisode toute la partie gestion de clients, c'était un bon point, où t'es c'est pas méchant, ce que j'ai obsédé quand même de l'expérience client, à tous les niveaux et à tous les détails. Et ça, souvent, on l'oublie, mais... Ça, j'ai bien aimé parce qu'on ne voit pas toutes les subtilités d'un business comme celui-là, et qui sont minimes, mais cette somme de minimes fait qu'à un moment donné, tu vises l'excellence ou pas, quoi. Ouais, et aussi, je trouve que tu le dis, tu parles beaucoup de rapidité, aller vite. Et je trouve et ça rejoint ton point de client, tu vois, mais... Non, mais j'aime bien, ça va expliquer, t'as l'impression que ça va vite la marque même. C'est-à-dire que faut vite savoir le client, on traite bien ses clients, finalement, on traite bien ses clients, la boîte, elle marche, quoi. C'est génial. Bah oui, mais bon, t'oublies de le dire, tu vois, des détails comme ça, le reply, c'est malin, quoi. Le reply, il est génial. Hyper bien. Est-ce que, parce que là, on te voit, il faut regarder la vidéo, parce que t'as un physique tatoué, t'as l'air en forme, ça fait rêver, quand même. Moi, j'ai pas ce courage. Mais est-ce que t'as un gros job? Donc, est-ce que t'as des routines particulières pour, tu vois, te maintenir éveillé intellectuellement, physiquement? Comment tu fais? Alors, pas du tout. Non, en fait... déjà, t'as quitté Paris. J'ai quitté, j'allais dire exactement ça. Ouais, je suis désolé, mais en fait, c'est ce qui m'a... Tu vois, je crois que dans une des questions que j'avais en tête que vous alliez me poser, mais c'était comment tu fais pour affronter le burn-out? Clairement, le fait d'avoir déménagé. J'ai eu un enfant, en fait, qui est né quasiment en même temps que Split, et j'avais pas envie qu'il grandisse à Paris. Je rêvais de m'installer dans la région bordelaise. Déjà, le fait de vivre à Bordeaux, ça m'a... Je sais pas. Maison. Ouais, tu vois. Bordeaux, mais par exemple, c'est tout bête. Là, dimanche, j'étais au Ferret. Enfin, ça permet de souffler. Et ça, voilà, on est moins sous pression. Donc, et je fais beaucoup de sport à côté. Je fais du sport, voilà. J'ai un peu honte de le dire. Ça fait très kéké de dire ça, mais j'ai ma salle à la maison. Je fais de la muscu classique et non, je fais du padel avec on a un gros écosystème à Bordeaux. Où on est plein de potes entrepreneurs. Où on se fait des tournois de padel. Tu veux faire une dédicace à quelqu'un en particulier? Oh bah il y a Hugo Benz, tiens, ça le fera rire. Ah oui, Hugo Benz. Voilà, casse dédié Hugo Benz. Olivier Ramel et toute la bande là. Exactement. Ok, cool. J'allais oublier ma question, bien sûr. Ah oui, fatigué, il a faim. Qui on peut inviter à ta place dans ce podcast? Des personnes que je trouve super intéressantes. Bon, c'est souvent Wilfried que je conseille, mais en fait, à Bordeaux, on a vraiment un super écosystème. Et là, je vais vous en citer 3 que je connais bien. D'ailleurs, je pourrais vous faire la passe D. Après, tu passes à la compta et Allez, c'est parti. Alors, en premier, parce que ces 2 sociétés sont des sociétés à impact que j'adore et qui ont grossi très vite. Donc, on a Hello Asso, donc Léa Thomasin.
j'adore. Voilà, je trouve que ce qu'elle a fait, c'est génial. Et le business model de faire payer les gens seulement au don, c'est-à-dire que les gens ne sont pas obligés de payer pour utiliser l'OASO, elle expliquera mieux que moi. Je trouve ça génial. Il y a Give, c'est Hakim qui a fondé ça. Donc Give, en fait, c'est G-E-E-V. Voilà, je le fais comme Split, on est obligé de dire les EEV, mais ça permet de bien les qui permet de faire du don, et je trouve sa société géniale parce qu'il a plus de 3 500 000 utilisateurs, il a lancé sa première boutique maintenant à Toulouse, son application est géniale. Moi, je suis un gros, voilà, j'utilise le Bon Coin, mais pourtant à chaque fois que je veux donner quelque chose, j'ai le réflexe Give parce que je trouve l'interface vachement bien faite, donc bien, il est passionnant. Bah, j'utilise. Ah bah voilà, tu vois, non mais c'est très gros, hein, c'est vraiment. Et en troisième, parce que j'ai vu son ascension depuis que je suis arrivé à Bordeaux, on faisait des soirées ensemble, etc. Et d'un coup, je l'ai vu disparaître de la circulation tellement il est demandé. C'est Alexandre Lin, fondateur de Tudigo. Tudigo. Ouais, Tudigo. Ça fait quoi? C'est, alors, pitcher le projet, mais ça permet de lever des fonds avec des particuliers. Donc Tudigo, ouais, ils sont bien développés. Et c'est, je crois qu'ils sont passés. Ouais, j'ai peur de dire une bêtise, mais ils viennent d'acheter un immeuble dans Bordeaux. J'ai vu la croissance de la boîte. C'est quoi? C'est du crowdfunding pour du financement de projet. C'est ça. Ouais, du financement de deal. Oui. Private equity pour les particuliers. Ouais. Mais c'est comme la plateforme que joueur de basket là, il a fait. Celui de Tony Parker. Tony Parker. Il a monté ça, une plateforme de crowdfunding. Ouais. Non, mais ça c'est nul, ça. Alexandre Lin, il faudrait qu'il pitch parce que je crois qu'aujourd'hui c'est un des leaders. Ils sont Tudigo, tiens, je vais aller voir. Ouais. Bah, On est good. Merci beaucoup, c'était passionnant. Bravo. J'espère que Merci. les auditeurs ont apprécié.